qui vous plaît chez l'autre? La taille de Guilhem essentiellement. Vous êtes d'accord sur tout au final? Non, surtout pas sur le candidat en tout cas. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Véridique News dédié à la jeunesse. Je suis ravie d'être aux côtés de Guilhem Carayon, président des Jeunes Républicains. Guilhem, en l'espace de quelques mois, tu as redonné une vraie dynamique à ce mouvement en passant de 1000 jeunes républicains à plus de 10 000 jeunes républicains. Guilhem, bonjour. Bonjour. Et Stanislas Rigaud, président de Génération Z, un mouvement spontané dédié à la candidature d'Éric Zemmour, un mouvement dont on entend beaucoup parler depuis quelques semaines. Stanislas, bienvenue. La jeunesse de France, vous avez 20 ans, vous avez la vie devant vous et la tête pleine de questions auxquelles vous n'avez pas toujours de réponse. Génération Y, Z, Millennials, on dit souvent que les jeunes sont individualistes et inconscients, qu'ils sont trop préoccupés par leur petit confort personnel et qu'ils se désintéressent de la société. On dit qu'ils ne votent pas, on dit qu'ils ne s'intéressent pas à la politique. Comment l'expliquez-vous, Guilhem, Stanislas? Guilhem, si tu veux commencer. Oui, effectivement, je pense qu'il y a aujourd'hui un rejet des jeunes pour la politique politicienne. Les jeunes aujourd'hui ne croient plus au rôle des partis, ils ne croient plus en la vieille politique parce que cette politique-là les a dégoûtés. Il n'y a plus aujourd'hui dans les partis politiques de débat d'idées, il n'y a plus aujourd'hui cette fascination pour les politiques qui pensaient à l'intérêt général, à l'intérêt de la nation, avant de penser à leur intérêt personnel et leur carrière personnelle. Donc face à ce désamour en fait, des jeunes pour la politique, je pense que notre rôle à nous, en tant que jeunes engagés, c'est de redonner confiance à la politique, montrer qu'en politique on peut faire changer les choses et montrer qu'effectivement il y a un intérêt. Cet intérêt-là, c'est de changer l'avenir du pays, faire en sorte qu'on puisse redresser ce pays qui est en plein déclin. En fait, les jeunes font encore de la politique, les jeunes s'intéressent encore à la politique, mais en effet plus aux partis. C'est que les gens font de la politique au quotidien, en fait, je pense que d'ailleurs, que ce soit dans les combats écologistes, dans beaucoup en fait, d'associations, de groupes qui sont lancés, en fait, d'ailleurs, beaucoup de petits médias en ligne se lancent, tu t'en es la preuve par l'exemple. Il y a beaucoup de gens qui lancent des initiatives qui pour moi en fait sont politiques. Pourtant les partis dégoûtent, les hommes politiques dégoûtent. Je pense qu'Emmanuel Macron et les derniers quinquennats en sont pour beaucoup. Parce que justement, il y a eu un côté où on nous fait croire qu'en France, on ne peut plus changer les choses, que le local, ça ne sert plus à rien, qu'il faut toujours passer par des strates plus hautes, etc. Et en fait, on a donné l'impression qu'en fait, aujourd'hui, un maire, un élu départemental, régional, n'avait plus de pouvoir. La politique sert, la politique est utile, la politique c'est un service, en fait, c'est pas se servir, mais c'est servir le pays. Et je pense que si on arrive à le montrer, au moins avec les élections présidentielles, montrer qu'il est capital, qu'on soit à droite ou à gauche d'ailleurs, et qu'on arrive à montrer qu'on peut faire des choses, qu'on peut basculer le pays dans le camp d'un autre, c'est vraiment important de le faire. Et voilà, merci de nous inviter pour en parler. Tu viens de dire qu'il y a des partis qui dégoûtaient. Est-ce que vous pensez tous les deux qu'il y a des partis politiques qui attirent davantage le vote des jeunes aujourd'hui? Le fait est qu'il me semble que le Rassemblement national est le premier parti au niveau des jeunes, des 18-25, il me semble, c'est ce que j'ai cru voir récemment. Je suis pas sûr qu'il y ait un parti particulier qui dégoûte les jeunes. D'ailleurs, on le voit, tous les partis ont subi la même abstention au régional, tout le monde a perdu, on nous fait croire que Macron est le président des jeunes, je suis pas sûr. Globalement, la classe politique qui est rejetée par la jeunesse n'est pas spécialement un camp ou un autre. Les jeunes aux dernières élections régionales se sont pas déplacés, il y a eu 10% de participation chez les 18-24 ans. On voit bien qu'aujourd'hui, tous les partis politiques ne plaisent plus aux jeunes. Et quand tu dis que le Front National est le premier parti au niveau des jeunes, c'est vrai, mais avec une participation tellement faible, oui, aujourd'hui c'est pas un vote par adhésion. C'est un vote plutôt par élimination, c'est un vote de contestation. Et moi ce que je veux, c'est que les jeunes aujourd'hui prennent conscience que la politique peut leur faire changer les choses. Et pour ça, il faut qu'il y ait un vote par adhésion. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc c'est à nous de changer notre méthode de faire de la politique. C'est à nous de montrer que les jeunes peuvent rentrer dans les partis politiques et remplacer les vieux barons qui font de la politique comme un métier depuis des années et qui ont perdu le sens de leur engagement. Chez les jeunes républicains, vous êtes passé de 1000 jeunes à 10 000 jeunes. On constate du coup une droitisation donc de la jeunesse. Vous deux, vous avez tous les deux 22 ans. Comment est-ce qu'on peut être jeune et de droite ? Moi je me sens comme dans la rue. Ouais, moi je me sens comme républicain en fait et patriote, c'est-à-dire que moi je crois aux valeurs de travail, aux valeurs de mérite. Je pense que la méritocratie c'est la condition de la justice sociale dans notre pays. Je crois en l'assimilation. L'assimilation aujourd'hui c'est un terme qui est tabou, mais en réalité l'assimilation ça a toujours été la tradition française. Il y a 400 ans, Louis XIV ordonnait aux habitants du Roussillon qui venaient être annexés à la France de s'habiller à la française. On voit que l'assimilation a toujours été la tradition française. Donc l'assimilation aujourd'hui c'est ce qui permet la cohésion nationale. Moi je crois à l'assimilation, je crois aussi aux valeurs d'autorité de l'État et qui va de pair d'ailleurs avec la protection des libertés individuelles et collectives. Je pense que c'est ça qui fonde mon engagement en tout cas à droite. Stanislas, tu disais qu'on voyait ce qui se passait dans la rue. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Quand je dis je parle de la rue, c'est pas au sens littéral du terme, c'est qu'en fait il y a des jeunes qui sont connectés
sur les réseaux sociaux, et il y a des jeunes après qui pour beaucoup en fait sont connectés sur les réseaux sociaux et aussi au réel en fait. Je pense qu'aujourd'hui c'est pas que la jeunesse est plus à droite qu'avant, c'est qu'en fait on nous a tellement fait croire certaines choses, on nous a tellement menti sur certains sujets, aujourd'hui la réalité nous éclate à la figure. Et pendant la crise Covid, on est la 5e puissance mondiale, on est censé l'être en tout cas, et on n'a pas été fichu de faire des masques en fait. Donc c'est-à-dire que c'est un exemple tout bête, c'est un exemple qui paraît un peu, qui paraît peut-être minuscule, mais en fait moi je me dis on est dans un pays qui est censé être riche, puissant, qui doit rayonner à travers le monde, et on n'est même pas fichu en temps de crise de produire des masques, d'avoir une industrie, d'avoir quelque chose de grand et qui permet de faire travailler des gens déjà, de faire travailler nos producteurs locaux, enfin nos chefs d'entreprise locaux, etc. On n'a même pas réussi à faire. Et ça, je pense, c'est juste une question de réel. Donc en fait, je pense que les jeunes basculent entre guillemets à droite, non pas parce que d'un coup ils sont réveillés dans la droite, mais parce qu'ils ont regardé ce qui se passait en France, et ils se sont dit mais en fait il faut changer les choses. Et c'est pour ça que j'ai un peu d'espoir là-dedans, c'est que les Républicains ont réussi à augmenter x10 du vote d'adhérents. Nous, à Génération Z, alors que Éric Zemmour n'est pas encore candidat, on est quand même déjà 3000 jeunes, on vient de passer le seuil il y a quelques jours. Bon, il y a quelque chose qui se passe quand même. On sent que l'élection présidentielle va commencer à stimuler les gens. Donc, encore à 6 mois, les gens commencent à s'y intéresser parce qu'on a eu des crises fortes. On a eu la crise des Gilets jaunes, on a eu une crise identitaire et de sécurité et d'insécurité énorme, on a eu une crise sanitaire qui a été mal gérée. Et toutes ces choses-là font que les jeunes vont, je pense, comme d'ailleurs la majorité de la population, s'intéresser à ce qui va se passer politiquement dans les mois à venir. Tu parlais d'industrie et je pense que tu as complètement raison sur ce sujet-là, c'est-à-dire qu'il y a une désindustrialisation du pays depuis un certain nombre d'années. La place de l'industrie dans le PIB de la nation, c'était 20% il y a encore 30 ans, aujourd'hui c'est 12%, donc ça montre qu'il y a une désindustrialisation très forte du pays. Et l'industrie, en fait, ce que les gens ne perçoivent peut-être pas tout de suite, c'est que c'est en fait ce qui permet de faire progresser socialement les gens. L'industrie, c'est l'ouvrier qui peut devenir contremaître, le contremaître qui peut devenir ingénieur. La société que nous vend aujourd'hui Macron, c'est une société individualiste, uberisée, dans laquelle en fait il n'y a pas de perspective d'avenir, dans laquelle il n'y a pas de progression sociale qui est possible. En plus de ça, tu parlais tout à l'heure beaucoup de méritocratie, tu parlais du fait qu'on puisse s'élever grâce à l'industrie, c'est qu'en fait les gens puissent progresser socialement grâce à ça. Et en fait, avec la société d'Emmanuel Macron, la seule façon de s'élever, en fait, c'est par des quotas. C'est au lieu de dire aux gens de travailler, montrer que vous êtes capable d'eux, on dit en fait on va instaurer des quotas. On va mettre des quotas ici, des quotas là, et ça c'est désastreux. Pareil, les gens sont dégoûtés. Et par exemple, je pense notamment, j'en sais rien, aux quotas hommes-femmes, etc. Moi je me mets à la place d'une femme, dire aujourd'hui on va mettre une femme à cette place-là parce que tu es une femme, c'est affreux en fait. Parce qu'on sait très bien qu'en fait elles sont évidemment en capacité de faire la même chose que certains hommes, et au contraire, je pense que s'il y a plus de femmes meilleures que certains hommes, et ben tant mieux. Et si elles bossent mieux, c'est logique. Et d'ailleurs, je me souviens qu'il y avait une mairie, j'ai oublié laquelle, qui s'était fait sanctionner parce qu'il y avait plus de femmes que d'hommes. Enfin, on se rend compte qu'il y a des trucs aberrants qui se passent en France qui sont ridicules, quoi. Donc voilà, la méritocratie et l'industrialisation, tout ça, sont un peu liés. Vous êtes d'accord sur tout au final? Non, surtout pas sur le candidat en tout cas. Et aujourd'hui, quelles sont selon vous les principales préoccupations des jeunes? Tu as parlé tout à l'heure d'écologie. Moi je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui se sont forgés une conscience politique en allant manifester pour le climat. Donc il y a le sujet écologique qui est évidemment une priorité fondamentale chez les jeunes, qui a une sensibilité plus forte que leurs aînés d'ailleurs, que leurs parents et leurs grands-parents. Il y a la question de l'emploi des jeunes, il y a la question de la précarité étudiante. Il y a un jeune sur 5 qui a perdu son emploi pendant la crise. Il y a un jeune sur 6 qui a eu des pensées suicidaires. Ça montre tout le malaise en fait de cette jeunesse qui aujourd'hui n'a plus de raison d'espérer en la politique et n'a plus de structure qui est capable de les faire rêver. Donc voilà, sujet écologique, sujet d'emploi des jeunes, de précarité étudiante, sujet de l'insécurité évidemment qui touche principalement les jeunes dans notre pays. 70% des jeunes de 18 à 24 ans qui se sentent en insécurité, ça montre que malgré le discours du garde des Sceaux, Dupond-Moretti, qui parle de sentiment d'insécurité et qui pense que ça n'existe pas, en réalité elle est vécue cette insécurité-là par les jeunes. Donc je pense que ces 3 sujets sont les plus importants, en tout cas qui sont ressentis de la façon la plus forte chez les jeunes aujourd'hui dans notre société. Je pense de fait, il faut le reconnaître, l'écologie est en effet un des sujets majeurs du moment. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi eu, à mon avis, quand même un matraquage sur le sujet, et d'ailleurs pas forcément dans le bon axe, c'est-à-dire qu'on nous a martelé certaines choses et pour culpabiliser les gens, ce qui est à mon avis assez insupportable. Je pense qu'on a quand même tendance à beaucoup culpabiliser les Français en règle générale, et notamment sur le sujet écologiste. Moi je pense par exemple au sujet des éoliennes, on fait une promotion de dingue de l'éolien au lycée, au collège, etc. qui n'est pas forcément bonne, mais en revanche le sujet de l'écologie en règle générale est important, et je pense que la droite, je pense que Guillaume sera d'accord avec ça, on doit le prendre en charge ce sujet-là. On ne peut pas le laisser aux mains de gens, notamment des gens de gauche qui en fait en avis proposent des mesures, voilà. Justement, en quoi vous vous différenciez de la gauche en termes d'écologie? Et éoliennes nucléaires, enfin je pense que c'est cliché peut-être ce que je dis, mais Éric Zemmour dans son débat face à Jean-Luc Mélenchon a parlé du nucléaire comme la seule énergie décarbonée et la seule énergie qui est capable aujourd'hui
de reconstituer le tissu énergique français, quoi. C'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a un sujet sur la beauté des paysages, il y a un sujet sur la préservation des territoires, sur la préservation des écosystèmes. Il n'y a pas que le débat éolien-nucléaire, qui est évidemment fondamental, mais qui n'empêche pas de parler d'autres sujets sur l'écologie et de porter une vraie vision d'une écologie enracinée. Je suis d'accord, d'autant qu'en plus, à mon avis, l'écologie, ça part aussi d'un principe très simple, c'est le bon sens. Il y a, par exemple, moi je pense que s'il faut consommer moins, mais mieux, c'est quelque chose qu'on doit mettre pourquoi pas en place. Ça, moi je ne crois pas. La décroissance, c'est. Il faut faire attention. On l'a vu pendant le Covid, ça ne marche pas. Il faut faire attention à. Par exemple, c'est tout bête, mais bon. On a des agriculteurs formidables, on a des éleveurs formidables, autant les valoriser au maximum. Oui, la préférence locale, oui, bien voilà, sûr. Et bon sens, et quand je dis consommer moins, c'est que si pendant consommer ses fruits de saison, c'est tous ces voilà, trucs-là en fait, qu'on a oublié. C'est tout simple, au lieu de manger des bananes ou j'en sais rien en plein mois de décembre, mangeons-les en été, enfin bref, voilà, qu'importe. Surtout qu'en réalité, les écolos, quand ils sont arrivés à la tête de toutes les municipalités, je pense à Strasbourg, à Lyon, à Bordeaux, ils ont été dans la caricature, quoi. Il y a eu la polémique sur les sapins de Noël du maire de Bordeaux. Il y a eu la polémique sur la viande dans les cantines, comme si les jeunes ne devaient pas avoir accès à la viande, alors qu'ils en ont souvent pas chez eux de la viande parce que ça coûte très cher. Il y a eu la polémique sur la mosquée à Strasbourg. Il y a eu la polémique sur le Tour de France. Moi j'ai l'impression que ces écolos ils s'en prennent à toutes les traditions qui font la France et qui sont en fait aimées par les Français. Enfin, les traditions elles font la France, c'est notre passé, c'est notre histoire, c'est notre culture et c'est ce qui fait notre identité de Français. Très fort. Et puis ils seront à mon avis punis aux prochaines élections de façon assez sévère. Sur les autres sujets qui préoccupent aussi à mon avis la jeunesse, il y a évidemment la question de l'identité en fait. Mais quand je dis identité, c'est l'identité. Il n'y a plus de transcendance en fait, en France. On n'a plus la question qu'il faut poser, c'est qu'est-ce qui vous unit, par exemple, vous prendrez un lycée classique, une fac, qu'est-ce qui vous unit entre vous? Parce que c'est bien, il y a le match de la Coupe du Monde de foot où tout le monde est content, tout le monde a le drapeau, mais autrement. Qu'est-ce qui vous unit? Est-ce que... Tu veux dire qu'on se sent plus français Je pense qu'il y en a beaucoup en fait qui ne savent plus réellement pourquoi ils le sont, pourquoi ils appartiennent à une nation. Parce qu'on n'apprend plus l'histoire à l'école, parce qu'on n'apprend plus en fait ce qui fait notre identité. Et voilà, je pense qu'il faudrait ramener une transcendance aussi, un esprit français qui est fort. Et il y a des moments où en fait on arrive à de nouveau voir certains petits symboles, mais bon, pour moi, alors ça peut paraître anecdotique, mais moi la mort de Johnny Hallyday, d'une certaine façon, c'est des moments comme les matchs de tout le monde où les gens se disent ah ouais, en fait, il y a quelque chose qui nous unit, on est français. Ou la mort de Belmondo, ouais. La mort de Belmondo, ou alors quand il y a des hommages aux Invalides. Là, il y en avait un aujourd'hui d'ailleurs. Bon voilà, ça unit les Français. Là, il y a une sorte de transcendance. On comprend ce que c'était être français dans ces moments-là. Aujourd'hui, on est sur YouTube. Et est-ce que vous pensez que pour convaincre les jeunes, les hommes politiques doivent être davantage sur les réseaux sociaux tels que YouTube, TikTok, Instagram, comme l'a par exemple très bien fait Emmanuel Macron avec sa célèbre vidéo McFly et Carlito? Oui, bonjour Kylian, c'est Emmanuel Macron à l'appareil. Vous êtes en haut-parleur. Ça va? Très bien, et vous? Ça va super. Vous êtes en haut-parleur, je suis avec McFly et Carlito. Pour répondre à la question très simplement, évidemment qu'aujourd'hui les réseaux sociaux sont une arme énorme pour parler aux jeunes, aux gens en règle générale. En revanche, ne pas oublier que ça reste des microcosmes, que par exemple Twitter c'est une bulle, etc., etc. Et surtout, il faut arrêter de prendre les jeunes, là on parle des jeunes, hein, pour des mongols. C'est-à-dire que quand Emmanuel Macron fait une vidéo et qu'il a Mbappé au téléphone, c'est sympa, ça se regarde bien, c'est amusant, mais personne ne se dit, c'est pas mis en scène, personne ne se dit, tiens, c'est comme ça, Mbappé il est comme ça chez lui, il y a Macron qui l'appelle, il se tape une barre en parlant de Marseille, enfin, personne n'y croit. Et bon, ici, les gens qui y croient, c'est souvent les jeunes, les enfants plus jeunes, ou les 12-13 ans qui peut-être y croient. Et dans ce cas-là, c'est encore pire de se dire qu'il y a le président qui leur fait des farces, enfin, qui met en scène certaines choses de son pouvoir. Et moi, je trouve ça juste aberrant, il faut arrêter d'infantiliser les jeunes, les étudiants, arrêter de les prendre pour des mongols. Et la crise du Covid a été encore une fois l'exemple parfait qu'il y avait une sorte d'infantilisation du peuple français, et particulièrement les jeunes. On nous parle comme si on était des enfants attardés, qu'on ne pouvait pas prendre de décision nous-mêmes. Et je pense que vous le voyez, je prends un exemple très concret, le débat Mélenchon-Zemmour de 2 heures sur BFM, il fait beaucoup plus de bien au débat public et au fait que les Français et les jeunes puissent s'intéresser à la politique qu'une vidéo TikTok de Macron. Moi je pense que Macron est très malin en investissant le terrain des réseaux sociaux, parce que tu dis c'est un microcosme, Twitter l'est, parce que tu t'adresses à un public très politique. YouTube un peu moins, YouTube un peu moins, Instagram encore moins, TikTok. C'est quand même des bulles très communautaires. Oui, mais en réalité il s'adresse à tous les jeunes, et les jeunes ont plutôt aujourd'hui une bonne vision de Macron parce qu'ils l'ont vu sur une vidéo avec McFly et Carlito et qu'ils l'ont trouvé cool. Et ils voteront pour lui peut-être demain, je sais pas si ça peut se transformer en vote, mais ils pourraient voter pour lui parce qu'ils le trouvent cool. Et moi je trouve ça dramatique parce que la communication à outrance c'est ce qui a marqué son quinquennat, et les Français ce qu'ils attendent c'est que leur vie en fait elle s'améliore, que leur pouvoir d'achat il augmente, que l'insécurité qui pourrit la vie des Français, le président de la République il s'y attaque. Donc moi ce que je dis c'est que c'est très bien que Macron fasse de la communication, s'adresse à tous les jeunes sur tous les réseaux sociaux, mais il y a un moment où on attend des actes forts, on attend de l'action plutôt que des paroles.
et de l'action surtout au lieu de la communication. Le problème, c'est que son action, elle n'a pas lieu, et qu'en plus, encore une fois, je pense que les jeunes ne sont pas dupes. Moi, j'ai tendance à penser que les gens ont un regard critique sur ce qu'ils voient. On peut apprécier, et d'ailleurs, les vidéos TikTok de Macron, je suis très honnête, quand je les vois, elles sont sympas. Ouais, Les jeunes sont pas dupes, mais quand Macron envoie son porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, le dimanche sur Insta pour faire des lives auprès de jeunes qui sont d'ailleurs souvent très très jeunes, de 12 à 16 ans, et qui voteront pas forcément en 2022, mais qui pourraient voter un peu plus tard. Moi je trouve ça évidemment très cynique, parce qu'il s'adresse à des jeunes qui n'ont pas encore une conscience politique forte, qui n'ont pas encore une vision sur la société qui est développée, mais c'est très fort en point de vue de stratégie politique, parce que ces gens-là, ils ont une bonne vision de Macron, ils ont une bonne vision du gouvernement de Macron, ils se disent ok, le porte-parole du gouvernement il est cool, il a 30 ans, il prend des selfies sur la page, il est très sympa, et en ça, en fait c'est pas la vision que je me fais de la politique. Pour moi la politique elle doit améliorer le quotidien des gens, elle doit pas faire de la cosmétique. Macron avec une visibilité depuis qu'il est président qui est beaucoup plus forte que tout le monde. C'est ça, c'est ce que je dis. Donc en fait sur Twitter ou sur Instagram aujourd'hui, forcément il a des millions, et évidemment aujourd'hui quand le président tweet fait quelque chose, on est les premiers à... Oui, mais au-delà des tweets qu'il peut faire et qui sont conventionnels, moi j'ai l'impression qu'il fait beaucoup de démagogie sur les réseaux, quand il va sur Insta, quand il va sur TikTok. Quand il se met sur TikTok, il se met en scène. Et c'est ça qui est insupportable. Mais sauf que pour moi, c'est insupportable, je suis d'accord avec toi, mais et même si ça peut être sympa à regarder, je ne suis pas sûr que les gens... Je ne suis pas sûr qu'il y ait une transformation politique. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, peu importe si on apprécie une vidéo marrante à regarder, Mélenchon, typiquement avant le débat avec Zemmour, sa vidéo était moi je trouve sympa, quand il dit je bois mon lait frais, je l'ai regardé, c'est du contenu sympa à regarder. Ça transforme pas le truc en vote. Mais tout est en plus, les réseaux sociaux c'est le principe même, je pense, c'est pas le principe même à la base, mais aujourd'hui c'est le cas, des réseaux sociaux notamment TikTok, Instagram et Twitter, tout est dans l'instantanéité. Et forcément en fait, on voit ça 10 secondes, on trouve ça sympa, mais je ne suis pas sûr que ça se transforme en vote politique. Donc à mon avis, c'est bien, ça fonctionne au niveau des likes, des vues, etc. Par contre, je ne suis pas sûr de la transformation politique. Et en plus de ça, moi je distingue par exemple un Attal qui lui dans son personnage incarne en effet la jeunesse d'une certaine façon, il est jeune de fait et voilà communique, et lui à la limite on peut s'assimiler à lui, mais quand je vois le Djebari sur TikTok, il est ultra sympa son TikTok. Il est en voiture, il est en vélo, c'est marrant, mais les gens ne regardent pas sous le prisme, il est en marche, donc on va voter en marche. De deux ils disent évidemment c'est la mise en scène, que le ministre ne se balade pas en vélo toute la journée dans la rue de Paris. Tu vois ce que je veux dire, en fait, je pense que... En tout cas, on est d'accord sur le constat, la communication comme ça, c'est une mauvaise image de la politique. Du coup, la solidarité, j'ai l'impression que ça va marcher. Moi, je pense que mine de rien, ça a des limites. Moi, je pense que ça a des limites, certes, mais qu'il capte des voix, et effectivement, sur Arsenal, il ne le ferait pas. Il capte certaines voix, il capte peut-être pas 90% des voix des jeunes qui regardent ses vidéos, mais s'il arrive à en convaincre à chaque vidéo qu'il fait 10 000 jeunes, 10 000 plus 10 000, ça fait que tu arrives à faire des scores importants chez la jeunesse, une jeunesse qui ne se mobilise pas, qui ne va pas voter, et c'est toujours ça pris. Ça fait partie de la stratégie politique. Qui aujourd'hui fonctionne pas mal. On le voit, il est premier dans les sondages pour la prochaine présidentielle. Il est 8 points quand même devant Marine Le Pen sur le dernier sondage IFOP. Ça montre à quel point il est seul au monde. Et c'est pour ça que nous, on doit faire comprendre aux gens, aux jeunes, que la politique, c'est des actes, c'est pas seulement des paroles et c'est pas seulement de la com, comme il fait depuis 4 ans. Si vous aviez un message à faire passer aux jeunes aujourd'hui qui nous regardent, quel est-il? William, si tu veux commencer. Engagez-vous, battez-vous pour vos valeurs, battez-vous pour vos convictions. Moi je pense qu'on est une génération qui est en train d'assister au déclin de notre pays. Le mot est peut-être pas assez fort, c'est peut-être plutôt l'effondrement de notre pays. Et c'est à nous d'incarner un nouvel espoir pour le pays, c'est à nous d'incarner un nouvel espoir pour la France et redonner en fait aux gens, aux Français, la fierté d'être ce que nous sommes, des Français. On est héritier d'une civilisation qui est exceptionnelle. On doit porter cet héritage-là et on doit le transmettre à nos enfants, aux générations qui nous suivront. Donc soyez fiers d'être français, battez-vous, engagez-vous pour votre pays. Moi, en quelques mots, pareil, évidemment qu'il y a l'engagement que vous devez prendre. Il y a aussi un autre point, c'est que lisez, instruisez-vous, prenez en compte ce qui se passe, faites l'effort de vous renseigner sur ce que vous voyez, ne prenez pas juste les choses en surface et allez en profondeur sur les choses. Là, on arrive à une échéance qui va être capitale, c'est une élection présidentielle qui va être un vrai tournant civilisationnel. On aura le choix entre rester 5 ans de plus avec Emmanuel Macron, un président seul. Peut-être il y a une menace qui existe toujours, c'est à mon avis celle de l'extrême gauche qui pourrait prendre, c'est le wokisme, c'est des délires idéologiques extrêmement dangereux à mon sens. Donc prenez le temps de vous instruire, de lire, de vous intéresser à ce qui se dit à droite à gauche, ne vous contentez justement pas d'être sur TikTok, Instagram, YouTube, mais lisez, prenez le temps de le faire. La France justement, Guillaume l'a très très bien dit sur la civilisation, donc
je vais pas forcément le redire, mais c'est un pays de grands auteurs, de grands écrivains, de génies français à droite à gauche, partout, depuis des siècles et des siècles. Donc prenez le temps de vous arrêter. On sait qu'on est dans une société où ça va très vite, tout est dans l'instantanéité, mais prenez le temps de vous arrêter, de vous poser, de regarder ce qui se passe, et ça vous permettra d'avoir, à mon avis, un regard plus éclairé sur ce qui arrive, et vous ne pourrez, à mon avis, que constater l'urgence de la situation, et la nécessité, à la fin, de vous engager pour votre pays, pour le bien commun, et pour changer les choses profondément. J'ai une dernière petite question. Ah, je pensais que c'était la fin. Ah. Qu'est-ce qui vous plaît chez l'autre? La taille du dilemme, essentiellement. Non, moi, moi je trouve que t'es courageux. Tu te bats, t'as des convictions fortes, on n'est pas d'accord sur tout, mais t'as le courage d'aller les défendre. Je te voyais sur TPMP là, il y a quelques jours, et en allant sur un plateau comme ça, déjà tu peux pas dire tout ce que t'as à dire parce que c'est des formats très courts où on t'interrompt au bout de 30 secondes de prise de parole. Et puis derrière, il y a des menaces, tu peux prendre des menaces de mort, je sais pas si tu en as eu, mais ça peut aller extrêmement loin. Et donc, ouais, je pense que tu as un engagement qui est courageux, même si on n'est pas d'accord sur tout. Bah, moi, il y a quelque chose qui m'a impressionné chez Dilemme, c'est quand il a repris les jeunes républicains, on a vu la campagne, on s'est dit ça intéressait plus personne. Et le fait est que les chiffres sont là, donc le travail de Dilemme est impressionnant. Moi, je suis impressionné par le travail de Dilemme Aba. Justement en plus dans une famille politique qui je sais est pas forcément facile à gérer au niveau des cadres au-dessus, et au niveau de la jeunesse il a réussi à la rassembler autour de lui, et donc moi je suis impressionné par l'abattage que Guylaine fait au quotidien. Je vous remercie d'avoir répondu présent à cette invitation. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker et commenter, ou sinon vous abonner à ma chaîne. Merci.